Nous allons maintenant entrer dans la deuxième séquence de ce grand oral avec, si vous le voulez bien, 3 thèmes qui ont été choisis par les chefs d'entreprise qui veulent vous entendre évidemment sur ces sujets en priorité. Le premier, eh bien, c'est le pacte vert pour l'Europe. Vous le savez, une date est fixée pour la fin des émissions nettes de gaz à effet de serre, c'est 2050, avec une ambition affichée, être le premier continent neutre pour le climat. Pour cela, évidemment, il y a une série de directives qui ont d'ores et déjà été adoptées en matière de transport, de fiscalité, d'énergie pour réduire de 55% les émissions d'ici 2030. Cela implique bien sûr tous les secteurs d'activité. L'exemple que vous connaissez tous est celui de la CSRD, qui est entrée en vigueur au mois de janvier. Alors, question très simple à laquelle je vais vous demander de répondre. Faut-il revenir sur ce Green Deal? Si oui, comment? Et sinon, pourquoi? Et c'est à vous, François-Xavier Bellamy, que la parole est donnée pour 2 minutes. La réponse est oui. Elle est oui parce que dans le Green Deal, nous avons voté. Le Green Deal, c'est 80 textes, un peu plus de 80 textes. On en a voté une partie. On s'est opposé à une autre partie. Ça m'amuse d'ailleurs d'entendre mes collègues ici dire tous qu'ils sont pour le choc de simplification, pour diminuer la pression sur les entreprises, alors que nous avons été agonie d'injures lorsque nous demandions cette pause réglementaire qui était pourtant absolument nécessaire. Et nous disons depuis des années, encore une fois, ce n'est pas une position nouvelle, qu'il faut changer l'orientation du Green Deal. Non pas parce que nous serions climato-sceptiques, mais parce que le problème du Green Deal, c'est son point de départ. Vous l'avez dit, devenir neutre en carbone en 2050. C'est effectivement important de baisser nos émissions de carbone, mais l'Europe ne peut pas se contenter, pour reprendre votre expression, d'être la première. Si elle est la seule, elle aura tout perdu. Aujourd'hui, le dérèglement climatique et le risque qui pèse sur la planète, dont parlait Marie Toussaint, ce risque-là, que personne ne nie, en réalité, il est mondial. L'Europe, c'est, comme vous le savez, très loin d'être le premier contributeur aux émissions de carbone. Dans les 10 premiers pays qui font à eux tout seuls 2/3 des émissions de carbone, un seul est européen, c'est l'Allemagne qui arrive en queue de peloton. La Chine, à elle seule, c'est 33% des émissions de carbone. En disant ça, je ne dis pas que nous devons nous contenter de blâmer d'autres que nous. Nous sommes responsables, mais d'abord parce que nous importons, et non pas parce que nous produisons. Et la France, en Europe, a le point de PIB le plus décarboné du continent européen, grâce en particulier à sa filière nucléaire, que d'ailleurs les écologistes, les socialistes et nos collègues macronistes ont combattu avec détermination au cours de ce mandat. Nous disons que notre défi à nous, c'est de produire en Europe et de produire avec nos atouts, de produire décarboné grâce à cette énergie qui, en particulier, contribue au caractère vertueux des entreprises de notre continent et de notre pays singulièrement. Et donc le vrai défi, c'est de revenir sur tout ce qui a organisé la décroissance de l'Europe, revenir sur tout ce qui ne fonctionne pas. Il faudra revenir en particulier sur les textes qui ont contribué à fragiliser notre agriculture, fragiliser nos entreprises, revenir avec nos entreprises sur l'impact de ces textes pour pouvoir les réajuster, pour faire en sorte que la vraie responsabilité de l'Europe demain, ce soit d'entraîner le reste du monde dans la décarbonation par le biais de son marché, on en reparlera, par le commerce international, plutôt que de rendre la vie impossible à ceux qui produisent sur son sol. Merci François-Xavier Bellamy. La parole est à vous, Raphaël Glucksmann. Ça ne vous étonnera pas, la réponse va être différente. Non, il ne faut pas revenir sur le Green Deal. Le Green Deal, c'est d'abord une réponse à une urgence qui fixe des objectifs, un cap et des objectifs contraignants et des normes, oui. Donc il ne faut pas revenir dessus, parce que l'urgence climatique, elle n'attendra pas. Par contre, il faut une deuxième phase. Si on en reste à la phase des normes, si on en reste à la phase du cadre juridique, ce que l'Europe sait très bien faire, puisque c'est ce qu'on lui a permis de faire, ce n'est pas de la faute de l'Europe, c'est les États membres qui font de l'Europe une puissance normative, eh bien, nous aurons une insurrection contre le Green Deal. Donc ce qu'il faut, c'est la deuxième étape. Et la deuxième étape, c'est la planification, c'est l'investissement, c'est le cap qu'on fixe. Si vous voulez, la deuxième étape, c'est l'Inflation Reduction Act de l'Union européenne. Et pour faire cette deuxième étape, eh bien, il va falloir investir massivement. Et l'Institut de l'économie pour le climat a estimé que c'est 400 milliards supplémentaires qui devaient être investis chaque année si on veut réussir cette transition et si on veut qu'elle conduise à la réindustrialisation de l'Union européenne. Et donc, c'est ça l'enjeu.
c'est pas de revenir sur les acquis du mandat précédent en termes de normes et d'objectifs contraignants. Et moi, je veux insister là-dessus. On doit développer le ferroviaire. On doit investir massivement dans les industries de la transition. Aujourd'hui, la Chine contrôle 60% des chaînes de valeur de ces industries de la transition. Les États-Unis investissent massivement. Et nous, on reste à la traîne. Donc au lieu d'avoir un débat sur les normes qu'on a passées, ce qu'il faut, c'est désormais avoir un débat sur les investissements qui vont permettre de réussir cette transition et de faire en sorte qu'elle soit économiquement bénéfique. Parce que je le rappelle, c'est pas, on n'oppose pas, non, j'ai pas débordé la première fois, tout le monde l'a fait. Donc là, je vais juste ajouter 2 phrases. On oppose transition écologique, révolution écologique et liberté. Et moi, je pense strictement l'inverse. L'Europe n'est plus libre depuis le premier choc pétrolier et le sait. Et donc, se libérer des énergies fossiles, c'est en fait retrouver la capacité de décider par soi-même, développer les énergies renouvelables, développer la capacité productive européenne grâce à la transition écologique. Ce sera la rencontre à nouveau de l'Europe avec la liberté. Merci Raphaël Glucksmann. Je note les débordes. Soyez sans crainte. Non mais moi je sais, j'ai un crayon rouge et je note tout. Valérie Hayet, c'est à vous. Merci. Alors non, on ne revient pas sur le Green Deal, on ne le détricote pas. Le Green Deal a été beaucoup caricaturé comme étant décroissant. Or, je rencontre tous les jours des entrepreneurs qui me disent que le climat, c'est de l'emploi et qu'il faut qu'on s'engage ensemble dans cette révolution industrielle qui est créatrice d'emplois et qui est gage de souveraineté. Le Green Deal, c'est beaucoup de textes qu'on a adoptés, effectivement, dont certains a été demandés par vous. Je pense à la taxe carbone aux frontières, qui a été un serpent de mer depuis et porté par l'ensemble des présidents de la République successives depuis Jacques Chirac. Je sais que vous avez quelques difficultés avec la manière dont elle a été négociée. Maintenant, on est au moment de la mise en œuvre, donc il faut qu'on travaille ensemble pour voir comment on ajuste la taxe carbone aux frontières, mais clairement, c'est un outil de lutte contre le dumping environnemental. Et il y a un sujet sur les produits transformés, on les intégrera à compter de 2026. Voilà pour l'un des exemples de ce qu'on a fait avec le Pacte vert. C'est aussi la révision du marché carbone et 50 milliards de plus pour le fonds d'innovation pour vous soutenir en tant qu'entreprise. C'est la fin de la vente des véhicules thermiques d'ici à 2035 et les opportunités d'emploi que ça crée. Parce qu'évidemment, la voiture électrique demain, en Europe, ça ne doit pas être de la voiture chinoise. Il faut qu'on puisse reproduire en Europe. C'est ce qui génère, par exemple, 20 000 emplois dans le Dunkerquois pour la création de batteries et de voitures électriques. C'est aussi le plan de relance que j'ai négocié au Parlement européen, qu'on a voté, qui flèche 250 milliards d'euros pour la transition environnementale. Je voudrais vous dire ici qu'on est 2 autour de la table à avoir voté ce plan de relance. Marie Toussaint, je dois le dire, et moi-même, les oppositions, mes adversaires ici sur la table n'ont pas voté le plan de relance. Et je pense que vous en avez tous bénéficié directement ou indirectement. Et c'est un acte majeur aussi de soutien dans le cadre de la transition environnementale. L'enjeu maintenant pour le Pacte vert 2.0, c'est la mise en œuvre, c'est l'investissement, c'est l'accompagnement à vos investissements. C'est ce choc d'investissement que je porte de cette campagne. Et puis, c'est un Buy European Act, une préférence européenne qu'il faut, y compris sur les marchés verts, assumer. Et c'est sortir de la naïveté, ce qu'on a demandé à la Commission européenne avec une enquête sur les subventions chinoises sur la voiture électrique ou sur les panneaux photovoltaïques, c'est aussi là gage de réussite du Green Deal. Merci beaucoup Valérie Hayet. Marion Maréchal, c'est à vous. Oui, alors toute la question environnementale est de savoir comment on allie et on trouve un équilibre entre, d'un côté, évidemment, la protection de nos paysages et de nos écosystèmes et en même temps la soutenabilité économique à l'aune de la part aujourd'hui portée de responsabilité d'émissions de gaz à effet de serre par la France et l'Europe. Je le rappelle, respectivement 1% d'émissions de gaz à effet de serre mondiales pour la France et 9% pour l'Europe. Or, le problème, c'est que ce pacte vert auquel moi je m'oppose fermement va à l'encontre des objectifs, me semble-t-il, qu'il est censé soutenir, puisque c'est un pacte vert qui aboutit, et ça c'est pas nous qui le disons ou les oppositions, ce sont tous les rapports sur le sujet, à la décroissance agricole, à la décroissance économique du fait de tsunamis, de normes, de contraintes et de taxes que cela va induire, avec des conséquences très concrètes. On parle de la directive CSRD, mais on pourrait parler des 7 millions de logements qui vont être sortis du marché locatif en pleine crise immobilière. On pourrait parler de la directive qui impose que 42,5 voire 45% de la production électrique soit liée aux énergies renouvelables
ce qui est en contradiction totale avec le plan nucléaire et qui ne permettra pas de répondre à l'augmentation de demain des besoins électriques liés à l'électrification de l'économie. On pourrait parler en effet de la fin des voitures thermiques sans aucune étude d'impact qui va mécaniquement évidemment favoriser l'industrie chinoise. Et donc moi je m'oppose à cette logique puisque je trouve que ce pacte est profondément non seulement avec des objectifs irréalisables, insoutenable économiquement et injuste puisque il induit des objectifs à partir d'une valeur de référence par pays qui est celle des années 90, alors que la France dans les années 90, grâce à son parc nucléaire, était déjà 2 fois plus vertueuse en termes d'émissions que ne l'était l'Allemagne et pourtant lui impose les mêmes objectifs. Donc moi je considère qu'aujourd'hui avoir une réponse écologique, c'est d'abord produire et consommer local, c'est donc être à côté de l'innovation, c'est d'abord soutenir un grand plan du nucléaire, c'est soutenir les grands plans d'investissement également dans le fluvial et dans le ferroviaire auquel s'oppose systématiquement la gauche, et c'est bien sûr interroger aussi la manière dont sont signés aujourd'hui les traités de libre-échange et l'ouverture de ces marchés dans le cadre du dumping social et fiscal. Merci Marion Maréchal. Marie Toussaint, c'est à vous pour 2 minutes. Oui, merci. Bon, je vous l'ai dit, nous sommes entrés dans un nouveau régime climatique. Et je veux vraiment insister sur ce point. Ce nouveau régime climatique, il va coûter extrêmement cher. Pour ne prendre que la question du climat. Dans un monde à plus 3 degrés, pour la France, seulement pour la France, c'est 260 milliards d'euros par an. Ce coût-là, il va être supporté par la société, par vos entreprises. Et tout est lié. Quand en Malaisie, du fait du dérèglement climatique, il y a des inondations, eh bien ici, en Europe, nous avons des pénuries de semi-conducteurs. 39% des emplois sont déjà touchés en hexagone, beaucoup plus encore en outre-mer par ce dérèglement climatique. Donc non, le pacte vert, il ne faut pas l'arrêter. Hors de question. Et ceux qui vous disent le contraire sont des menteurs, y compris pour la préservation de l'économie. Il faut au contraire l'accélérer, il faut le poursuivre et l'accélérer et l'étendre de la seule question de la décarbonation à la question des microplastiques, des nanoparticules, des produits chimiques. Il faut aller plus vite parce que nous n'avons pas de temps à perdre pour préserver notre planète et notre économie. Alors j'entends certains ici, en espérant vous flatter, qui vous disent « mais ça peut se passer ailleurs et de toute façon, nous, on n'a rien à faire, tout va très bien ». Bon, c'est d'une idiotie sans nom. Voilà. D'abord parce que les États-Unis, comme la Chine, ont investi dans la transition écologique quand la majorité ici en place, les conservateurs, les libéraux, les socialistes, sont en train de nous enfermer dans une autodorcie budgétaire qui ne nous permettra pas d'investir dans la transition et d'être à vos côtés, mais aussi parce que nous sommes le premier marché mondial et parce que nous avons une responsabilité historique dans la préservation de la planète, parce que nous avons une responsabilité en ayant été les premiers à polluer le monde. Alors évidemment, il faut agir. On a parlé de plan d'investissement et je veux insister sur la question de l'accompagnement social. Parce qu'évidemment, quand on met en place des normes, mais qu'on laisse les paysans, les consommateurs et citoyens, mais aussi les entreprises, sans aucun accompagnement, eh ben, ça ne peut pas marcher. Et donc les mêmes qui refusent cet accompagnement social viennent aujourd'hui vous dire il faut arrêter avec le Green Deal, il faut faire une pause réglementaire. Eh bien ça ne va pas. Et donc parmi ce que nous demandons aussi un accompagnement social, je vous le répète, pour les citoyens, pour les salariés et pour les entreprises. Merci beaucoup Marie Toussaint. La parole est à vous Manon Aubry. Merci beaucoup. Et je vais partir d'une chose qui paraît peut-être évidente, mais qui est utile à rappeler. C'est qu'il n'y a pas de business, quelle que soit la forme du business, sur une planète qui est morte. Et quand on voit les impacts déjà au quotidien du réchauffement climatique, quel que soit le type de business que vous avez, ça a déjà un impact au quotidien. Que l'on prenne la baisse de la productivité en extérieur, qui nécessite une adaptation, que l'on prenne la multiplication des catastrophes climatiques, que l'on prenne aussi la baisse des rendements agricoles. Donc il y a une évidence qui est face à nous, qui est l'autoroute sur laquelle on est engagé, qui est l'autoroute de la catastrophe climatique. Maintenant, la question qui nous est posée, c'est comment on s'adapte. Et comment on s'adapte, comment l'économie s'adapte, comment les entreprises s'adaptent et surtout comment on les aide à s'adapter. Et de ce point de vue-là, il est évident qu'il faut des fonds spécifiquement dédiés et qu'une grande partie des aides d'État qui sont confiées aux entreprises doit être faite dans cette direction-là pour accompagner la transformation de notre modèle économique. Et je prends plusieurs exemples. Si l'on adapte notre modèle économique, en réalité, ce sera très largement créateur d'emplois. Si vous prenez par exemple la rénovation thermique des logements, si l'on rénove 700 000
logements dans notre pays, ça créera plus de 240 000 emplois. La transformation de notre agriculture, ça créera 300 000 emplois. Le développement des énergies renouvelables, ça créera plus de 200 000 emplois. Vous voyez, là, j'en suis à déjà plus d'1 million d'emplois. Monsieur le Président, peut-être que ça pourrait donner l'objet d'un nouveau badge de création d'emplois. Et on le voit que ça permettrait à l'économie de s'adapter, mais évidemment pour cela, ça nécessite des investissements et ça doit être la priorité de la force normative à la fois française et européenne, avec un grand plan d'investissement qui permettra d'adapter notre économie et d'accompagner les entreprises. Merci beaucoup Manon Aubry. C'est à vous, Jordan Bardella. Bon, c'est quand même étrange d'être devant des chefs d'entreprise et de se demander si on doit produire plus ou produire moins. Et précisément les ambitions, les moyens que se donne ce Green Deal et ce pacte vert, qui a été mis en application depuis 5 ans au niveau européen, est un pacte de décroissance. Cette décroissance, elle est industrielle, avec la fin des moteurs thermiques à l'horizon 2035, tout le monde étant incapable de se dire d'ailleurs comment est-ce qu'on va réussir à tenir cette ambition. Cette décroissance, elle est énergétique, avec une décennie d'atermoiement et de revirement sur la question du nucléaire, qui ont constitué pour moi, je le dis, une faute économique très lourde, alors que précisément cette énergie nucléaire permet à la France d'avoir l'un des systèmes énergétiques les plus décarbonés et les moins pollueurs au monde. Et cette décroissance, elle est aussi agricole. On l'a vu ces dernières semaines dans les rues du pays, avec des mobilisations très fortes d'agriculteurs à qui on a dit, dans les 20 prochaines années, avec la stratégie de la ferme à la fourchette, qui est l'une des déclinaisons du Green Deal, vous allez devoir produire moins, baisser vos productions, diminuer le nombre de cheptels, ce qui va évidemment nous rendre encore plus dépendants aux importations. Il ne s'agit pas de nier la réalité du réchauffement climatique. Personne ne la nie. Elle est aujourd'hui extrêmement présente. Les épisodes de canicule vont se multiplier d'ici à 2050. Et nous savons que cette seule question du réchauffement climatique pose des défis nouveaux pour nos sociétés. Évidemment, le risque assurantiel pour nos entreprises, la gestion de ressources stratégiques comme l'eau et la nécessité aussi de nous adapter. Ça a été rappelé, nous sommes parmi aujourd'hui les pays les plus propres au monde et nous devons collectivement poser les bases claires de ce que nous voulons être et rester au XXIe siècle. Moi, je pense que nous avons besoin d'une énergie propre, nous avons besoin du nucléaire, nous avons besoin d'une taxe carbone, mais pas d'une taxe carbone qui taxe les matières premières et qui pénalise la production nationale, mais qui s'applique de manière chirurgicale pour nous protéger de la concurrence internationale déloyale. Et je crois qu'il faut cesser la naïveté à l'égard de la Chine. Et évidemment, une neutralité technologique, parce que je crois qu'il est très important de faire confiance à la science, aux chercheurs et au savoir-faire français, plutôt qu'aux ONG et aux activistes pour faire la transition énergétique. Merci Jordan Bardella.